Dans ce journal, nous irons au Maroc où se poursuit la conférence internationale sur le climat. Le président ivoirien et ses pairs africains affichent l'unité face au changement climatique. En marge des travaux à Marrakech, le président Alassane Ouattara multiplie les rencontres. Législative 2017, le vote est prévu pour le 18 décembre prochain. Avant le scrutin, le dépôt des candidatures. Les candidats avaient donc jusqu'à 10 jours pour le dépôt de leur dossier. Donc aujourd'hui, 17h. Et puis hors de chez nous, la République démocratique du Congo a un nouveau Premier ministre. Il s'agit du député Sami Badibanga. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Direction le Maroc où se poursuit la conférence internationale sur le climat. Le président ivoirien et ses pairs africains affichent l'unité face au changement climatique. En marge des travaux à Marrakech, le président Ouattara multiplie les rencontres. Il a échangé avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Les relations entre leurs deux pays étaient au cœur de l'entretien. Et puis sachez que démarré lundi dernier, la COP22 se qualifie comme une conférence de l'action, après donc celle de Paris. La COP22 s'achève demain, vendredi 18 novembre. Une autre information en images et on revient en Côte d'Ivoire pour donc évoquer les préparatifs des Jeux de la francophonie, précisément des sites devant accueillir ces Jeux, le stade Félix Houphouët-Boigny, le parc des sports de Trècheville, le canal au bois et l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Ces sites sont en chantier. Une délégation, vous le voyez en image, conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, était en visite sur les différents sites. Constat, les travaux ont été réalisés à plus de 70%. On parle agriculture à présent. La filière anacarde est porteuse d'espoir. Plus de 700 000 tonnes en 2015. Une production qui fait de la Côte d'Ivoire le premier producteur mondial devant l'Inde, premier transformateur satisfaisant, certes, mais des défis à relever. Un dossier proposé par Noël Nianou. Premier producteur mondial de cajou avec 702 510 tonnes en 2015, doublé du statut de premier exportateur de noix brutes au monde. C'est bien, mais être dans le top 10 des transformateurs du cajou, parce que c'est une spéculation à forte valeur ajoutée, c'est encore mieux. Et pour bien faire les choses, la Côte d'Ivoire a identifié les origines de la faiblesse du taux de transformation. Les contraintes majeures dans la transformation de cette spéculation en Afrique en général portent notamment sur la faiblesse des capacités technologiques, les problèmes de qualité, les difficultés d'accès aux marchés internationaux et la faiblesse des capacités techniques. À ces contraintes, il faut ajouter les difficultés d'accès au financement tant des équipements que de l'exploitation. Les origines connues, il faut des équipements et des technologies capables d'aider à porter son taux de transformation de 10% actuellement à 35%, puis à 100% en 2020. Une ambition difficile mais pas impossible, d'où la nécessité de fédérer les énergies. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et plus de 8 autres pays africains ici présents sont en train d'écrire le prochain chapitre de l'histoire de l'anacarde en Afrique et au niveau mondial. Voilà qui explique la tenue du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde qui est à sa deuxième édition avec un thème lourd de sens. L'industrialisation de la filière anacarde en Afrique devrait également prendre en compte la création d'unités industrielles par les Africains eux-mêmes grâce à la promotion de l'entrepreneuriat national à travers la valorisation des champions nationaux et la mise en place de structures d'accompagnement et d'assistance aux initiatives locales, notamment des femmes et des jeunes. Sur 3 jours, équipementiers, banquiers, chercheurs, agro-industriels, pouvoirs publics et autres acteurs de la filière vont échanger et harmoniser leur approche dans des rencontres en tête-à-tête à l'effet de nouer des partenariats gagnant-gagnant. Législative 2017, le vote est prévu pour le 18 décembre prochain. Avant le scrutin, le dépôt des candidatures, les candidats avaient 10 jours pour le dépôt de leur dossier, donc jusqu'à aujourd'hui 17h. On en parle avec Herman Guivet. Une longue file d'attente devant la commission électorale indépendante
Ce 17 novembre 2016, dernier jour du dépôt des candidatures pour les législatives. Les plus chanceux ont pu accéder à la cour. Pour les autres, il faudra tirer un trait sur ces législatives. Parmi les déposants, des visages connus et inconnus. Pas un jour indiqué pour le faire. Nous avions un délai qui court jusqu'à ce soir. Tant qu'on est dans le délai, bon, il n'y a pas de problème. Je suis candidat indépendant. Ce n'est pas facile dans les juridictions pour signer les documents. Nous, particulièrement, j'étais à Vavois depuis hier, parce que je suis dans la circonscription de Vavois, j'étais à Daloa, la justice. En train d'essayer tous ces documents, ça n'a pas été facile. Mais je sais qu'avec Dieu, je suis arrivé à temps. Nous n'avons pas de problème. Nous sommes venus avec la liste de nos candidats au niveau du RHDP et ça se passe très bien, il n'y a pas de difficulté majeure. Oui, tout se passe bien. Je suis arrivé ici autour de 15h. Voilà, je n'ai pas voulu me précipiter pour déposer mes dossiers. Donc, j'ai voulu attendre le dernier jour. C'est juste tactique. À chacun sa stratégie. Les campagnes pour les législatives se tiendront du 10 au 16 décembre 2016. Il y a un peu plus d'une semaine, l'ONI, l'Office national d'identification, lançait les attestations d'identité sécurisées. Et ces nouveaux imprimés est destinés à lutter contre la fraude. Et près de 10 jours après, comment se déroule l'opération sur le terrain? Ibrahim Tunkara et Abou Sanogo étaient sur place. Depuis le 7 novembre, date de mise en circulation de ces nouvelles attestations d'identité sécurisées, les locaux de l'ONI ne désemplissent pas. Tous les jours, l'Office national d'identification est pris d'assaut par des centaines de personnes à la recherche du précieux sésame qui leur permettra de faire face à plusieurs formalités administratives et financières. Il faut ce papier pour pouvoir m'identifier, puisque sans papier dans la vie, on est comme un poulet sans propriétaire. Je réside à Bouaké et je suis de passage sur Abidjan. Et quand j'ai appris qu'on pouvait rétablir une nouvelle attestation d'identité qui est encore plus sécurisant, et j'ai sauté sous l'occasion. Je me suis fait enrôler le mardi 9. On m'a donné rendez-vous le vendredi, je ne suis pas passé. Ce matin, je suis passé et je suis très heureux de pouvoir recevoir mon attestation. Pour Lucie Boadi-Yoboué, chef par intérim de l'état civil et l'identification à l'ONI, les choses se passent bien en dépit de quelques difficultés liées surtout à la grande affluence. C'est de pouvoir canaliser tout ce monde qui arrive et de pouvoir les satisfaire parce que quand ils viennent, tout le monde va être satisfait en même temps. L'attestation d'identité nouvelle formule sécurisée, le délai est de 48 heures. Ces nouvelles attestations d'identité ne peuvent pour l'instant être délivrées qu'au siège de l'ONI. Dans quelques semaines, elles pourront être dans les commissariats de police. Un mort et des échauffourées à Yamoussoukro dans la nuit de mardi à mercredi. Une situation qui suscite des violences, qui a donc suscité pas mal de violences dans la ville. Le commissariat de police du 2e arrondissement de la ville a été attaqué et saccagé par une foule en colère. Le jeune homme aurait perdu la vie après avoir sauté du véhicule de la police après une rafle. Les explications de Kader Sogodoko. Commissariat du 2e arrondissement de Yamoussoukro au quartier Djoulabougou. Voici ce qui reste de ce service de sécurité après le passage d'une foule en colère. Les faits. Les éléments de police en fonction dans ce commissariat procèdent depuis un moment à une série d'interpellations communément appelées rafles. Dans la nuit du mardi 15 novembre, journée de la paix, le nommé Nani Tenansilué, 22 ans couturier, est interpellé et embarqué à 22 h alors qu'il sortait de son atelier. Installé parmi d'autres individus, il décide de sauter du véhicule de police. Malheureusement, selon sa famille, il se retrouve sous les pneus. Conduit d'urgence au CHR, il va rendre l'âme. Une situation qui va provoquer la colère des populations de Djoulabougou qui vont détruire ce commissariat. Le père et la mère du défunt, malgré la douleur de voir partir l'aîné de leurs 2 enfants, en appellent au calme. C'est Dieu qui m'a donné. Dieu a repris. Donc, il ne faut pas qu'il me mette quelque chose dedans. J'ai enterré mon enfant. Donc, c'est fini. La police s'est abstenue de tout commentaire. Un renfort de la brigade anti-émeute et de la compagnie républicaine de sécurité venu d'Abidjan est dans la capitale politique. Le défunt, Nani Tenansilué, lui, a été inhumé le mercredi 16 novembre en début d'après-midi.
189 véhicules, dont des blindés et des embarcations pour les forces de sécurité et de défense de Côte d'Ivoire. Les clés ont été remises par le ministre des Affaires présidentielles au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. L'action vise à renforcer leurs compétences. La cérémonie de remise de ce don du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, s'est déroulée à l'École nationale de police. On y va avec Abou Sanogo. Ce sont au total 104 véhicules dont des blindés pour le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, 59 véhicules dont des blindés et 16 embarcations pour le ministère de la Défense et 26 véhicules pour le groupe de sécurité de la présidence de la République offerts par le président de la République Alassane Ouattara aux forces de sécurité et de défense. Du matériel roulant qui vient renforcer leur capacité opérationnelle sur le terrain. Les clés de ces engins ont été remises par le ministre des Affaires présidentielles Birahima Ouattara au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Ce matériel roulant, qui va sans doute renforcer la mobilité de nos forces sur le terrain, vient compléter d'une part le matériel de sécurité de dernière génération qui est également en cours de livraison et ne peuvent être exposés. Et d'autre part, les investissements en infrastructures en cours de réalisation. Nos forces de défense et de sécurité sont donc suffisamment équipées pour donner une réponse efficace à toutes les menaces terroristes. Pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko, ce geste du chef de l'État va permettre aux forces de sécurité et de défense de faire face à toutes les menaces terroristes. Nous sommes très reconnaissant au président de la République qui a réagi immédiatement. À chaque fois qu'il y a une situation particulière, en face, il y a une réponse appropriée. Je peux vous assurer qu'à chaque fois que nous avons donné plus de moyens à nos hommes, nous avons eu des meilleurs résultats en termes d'efficacité. Avec ce matériel adéquat, les forces de défense et de sécurité pourront lutter contre toutes les formes de menaces terroristes. Et on parle sécurité toujours, cette fois de lutte contre le terrorisme. La cité de Grand-Bassam vient d'abriter la 8e réunion des chefs de renseignement et de sécurité de la zone sahélo-saharienne. Les participants ont passé en revue le processus de Nouakchott, processus qui vise à lutter contre le terrorisme. Mama Traoré, Awatoré. Pour les 11 pays signataires du processus de Nouakchott, pas question de laisser le terrorisme prendre pied dans la zone sahélo-saharienne. C'est sur cette nécessité qu'ils ont planché 2 jours durant à Grand-Bassam, sur les lieux où la Côte d'Ivoire a connu sa première attaque terroriste. Un symbole comme pour réaffirmer que la Côte d'Ivoire et les États de la bande saharienne restent et resteront debout face à la menace terroriste. Durant cette session, il a été évidemment question de coordination du travail, d'échange d'informations, de formation, de renforcement des capacités et également la possibilité de déployer une force africaine dans le cadre de la force des Nations Unies MINUSMA au Nord Mali pour mieux traiter donc de la dimension terroriste. Outre ces avancées, les participants ont également planché sur la mise en place prochaine d'un mandat d'arrêt africain pour les personnes accusées d'actes terroristes. C'est un processus juridique qui demande une expertise certaine et qui aussi nécessite une certaine concertation et coordination avec les États membres afin que quand il est élaboré, il est accepté par tout le monde et à ce moment-là, il est facilement mis en œuvre. Lancé en mars 2013 par l'Union africaine, le processus de Nouakchott vise à renforcer la coopération sécuritaire entre les États membres de la zone sahélo-saharienne en vue de lutter contre le terrorisme. La participation des femmes dans le processus de paix en Côte d'Ivoire, sujet évoqué lors d'un séminaire international. Ouvert ce matin, ce séminaire va se tenir sur 2 jours. Il est à l'initiative de l'ONU Femmes et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Sidonie Davila. L'Afrique francophone appelle à une participation pleine et entière des femmes dans tous les processus de paix. Mais comment mieux les impliquer dans ces actions ?
C'est la question à laquelle tente de répondre ce séminaire international. La représentante spéciale des Nations Unies en Côte d'Ivoire propose des solutions. Au moins 3 des domaines essentiels, à savoir l'adoption d'une planification soucieuse de la parité entre les sexes, la participation des femmes aux efforts de paix, la protection des droits fondamentaux des femmes et des filles pendant et après les conflits, ont guidé l'action de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Des actions entreprises en collaboration avec la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Mariatou Koné, alors directrice générale du Programme national de cohésion sociale. La femme est un vecteur naturel de cohésion sociale. Nous voyons que la femme a un rôle très important dans la société et c'est pour cela que nous faisons d'elle le partenaire privilégié pour entretenir la paix, pour anticiper sur les conflits. Ce qui vaut pour la Côte d'Ivoire vaut aussi pour le Mali, le Burundi et les autres pays de l'Afrique francophone. Ses connaissances et son expérience, le professeur Mariatou Koné entend les approfondir et les partager au 2e jour de ce séminaire qui a un intérêt particulier pour le ministère de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Nous sommes venus pour évaluer, voir les progrès qu'il y a eu sur la résolution 1325 2000 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Quand on prend le cas de la participation des femmes au processus de prise de décision avec le programme Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, où aujourd'hui les femmes ivoiriennes sont passées de 15 à 25% de femmes au gouvernement, de 17 à 30% de femmes au Conseil économique et social, et surtout les actions qui sont menées sur le terrain par les femmes. La Côte d'Ivoire est un exemple et nous allons partager cela avec nos frères et sœurs. L'OIF, Organisation internationale de la francophonie, et ONU Femmes sont les 2 entités initiatrices de ce séminaire international. Ces organisations appellent ainsi à une participation pleine et entière des femmes dans tous les processus en Afrique, car l'avenir du continent est dans les mains de sa population et de sa population féminine en particulier, soutiennent leurs représentantes. La 3e édition du Salon international de la géomatique s'est ouverte hier, mercredi, au Plateau. Ce salon se veut une plateforme d'échange et de partage d'expériences pour la promotion de l'usage de l'information géographique. Notez que la géomatique 2016 est couplée avec les 5e universités de perfectionnement de la Fédération des géomètres francophones. Victorien Angwa. Ils sont 300 experts venus de 19 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord pour échanger et partager les expériences sur la gestion foncière. Les problèmes liés au foncier sont un frein au développement socio-économique et source de conflits. Sous l'impulsion du président de la République, Alassane Ouattara, des dispositions ont été prises pour consolider la sécurisation foncière, rappelle le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Amatali Bakayoko. Des avancées certes, mais beaucoup reste à faire, dira le représentant du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly. Foncier rural, aménagement du territoire, gestion de l'information spatiale, planification et gouvernance du territoire, des thématiques d'actualité à voir et revoir à l'occasion de la 3e édition de la Géomatique 2016. Thème, l'administration des terres et le développement durable. Quelles solutions pour les pays en quête d'émergence? Les sciences géomatiques jouent un rôle essentiel dans la prise de conscience des enjeux et des conditions du développement durable, parce qu'elles permettent d'anticiper les problèmes et de proposer des solutions innovantes. Et c'est ce que nous attendons de ce salon. Problématique importante dans le contexte ivoirien parce que la bonne administration des terres garantit la paix sociale. Il s'agit donc pour nous de mettre en lumière dans ces premiers temps ce qui est fait, c'est-à-dire les réformes courageuses et éclairées entreprises par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui engage résolument la Côte d'Ivoire dans sa marche vers l'émergence à l'horizon 2020. Opportunité unique de présenter en terre ivoirienne les expériences réussies, affirme le commissaire général des 5e universités de perfectionnement de la Fédération des géomètres francophones FGF, Émile Koko Adjoumali. Coupler cette rencontre avec les 5e universités de perfectionnement de la FGF permet à la Côte d'Ivoire de bénéficier aussi de formation. Fidèle aux objectifs de paix et de solidarité, la FGF est prête à accompagner tout ce qui concourt à la sécurisation foncière, rassure son président François Mazué. Dans les pays francophones et notamment.
2 aménageurs fonciers honorés par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Ils ont été 2e et 3e lors de la Journée nationale de l'excellence. Notez que cette cérémonie de distinction et de mérite organisée par la tutelle vise à inculquer aux entreprises le goût du travail bien fait. Perpétuellement, Serge Coléa. Ils font partie des meilleurs aménageurs fonciers de la Côte d'Ivoire. Lamine Koulibaly de la GEF, classé 2e, et Félix Ogou de la société SIAT, 3e du prix d'excellence 2016, ont été honorés. Chacun des 2 lauréats a reçu un trophée. Le 2e a empoché une enveloppe de 1 500 000 francs CFA, le 3e un chèque d'1 million de francs CFA. Pour ces 2 aménageurs, cette distinction est le résultat d'un travail de longue haleine. Je pense que le président de la République a été bien initié d'instituer ce prix d'excellence et notamment le ministère de la Construction qui, dans son département, essaie de donner encore plus de valeur à cette initiative. Nous sommes aujourd'hui presque 70 sociétés agréées par le ministère de la Construction. Je pense que c'est un signal que le ministre Sanogo donne. À travers cette distinction, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme invite tous les acteurs du domaine foncier à se mettre à niveau. C'est une invite à redoubler d'efforts pour qu'eux-mêmes puissent être parmi les premiers lauréats les prochaines éditions. Et c'est une invite aussi à l'ensemble des aménageurs fonciers à travailler dans le même sens pour avoir une compétition saine et recevoir les félicitations de la République. Au dire du directeur de cabinet du ministre de la Construction et de l'Urbanisme, des efforts ont été consentis dans le secteur de la construction. Il en veut pour preuve des réformes majeures telles que la sécurisation des biens immobiliers et la levée de contraintes majeures à l'investissement. On s'intéresse à présent au séminaire de validation du document de diagnostic et d'orientation stratégique qui s'est tenu au lycée technique d'Abidjan. Il était question de la redynamisation du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Astou Touré. Pour permettre aux élèves d'accéder à des formations de qualité et améliorer les conditions d'enseignement, un séminaire a été organisé par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Ce séminaire relatif à la validation du plan stratégique de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle permettra ainsi de redynamiser et valoriser cet ordre d'enseignement. Nous avons besoin d'avoir des programmes de formation qui sont adaptés au marché du travail. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui le marché c'est d'avoir plus de diplômés dans le domaine des bâtiments et travaux publics, il faut qu'on ouvre des filières dans ce domaine, plus que d'ouvrir des filières par exemple au niveau du secrétariat. Troisièmement, nous avons des établissements privés qui souvent ne sont pas aux normes. Nous voulons les réformer et les mettre aux normes pour que les enseignants soient qualifiés et que les bâtiments dans lesquels on enseigne nos enfants soient en conformité avec les normes proposées. Au cours de ce séminaire, il sera question pour les participants d'analyser 3 documents et d'y apporter des remarques et suggestions. Il s'agit notamment du document de diagnostic et d'orientation stratégique 2016-2025, du document relatif au plan d'action de mise en œuvre et celui sur les textes juridiques de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le ministre a également annoncé la construction de 27 nouveaux établissements d'un montant de plus de 200 milliards de francs CFA. L'atelier se tiendra sur 3 jours avec 150 participants repartis dans 3 commissions. La santé, c'est la vie. Une page santé donc dans ce journal. 10 jours pour accentuer la lutte contre le sida et la tuberculose. Les transporteurs d'Abidjan et de l'ensemble du territoire national ont décidé de prendre une part active dans ce combat. Depuis donc le 16 et ce jusqu'au 25 novembre prochain, ils sont sur le terrain. Notez que l'action s'inscrit dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire de l'Alliance Côte d'Ivoire. Serge Coléa. La lutte contre le VIH avance bien. Le taux de prévalence, tout comme celui de mortalité de cette pandémie, connaît dans le monde en général et en Côte d'Ivoire en particulier une baisse significative. Néanmoins, il faudra gagner le défi de zéro prévalence prescrit par les objectifs du millénaire pour le développement. Sur la question, l'Alliance Côte d'Ivoire a sa petite idée. Impliquer les transporteurs autant dans la lutte contre le sida que dans celle contre la tuberculose. Nous devons renforcer nos actions sur les questions de lutte contre la stigmatisation et la discrimination qui constituent encore, malheureusement en Côte d'Ivoire, un frein à l'accès aux services
pour la population générale sur la tuberculose. Les tuberculeux qui vont se rendre dans les centres de santé ne vont pas forcément à pied, ils utilisent des moyens de transport en commun. Et également les transporteurs sortent très tôt de leur domicile, ils reviennent très tardivement et n'ont pas toujours accès aux informations. Donc cette action dans les gares routières sur la tuberculose devrait permettre de toucher non seulement les transporteurs, mais également les clients. Pendant 10 jours donc, les transporteurs seront mobilisés pour porter leur pierre à l'éradication du VIH et de la tuberculose. Une sollicitation qui les réjouit. Nous sommes un secteur à ne pas oublier. Les gens semblent nous oublier. Vous avez vu, quand la question des transporteurs est arrivée, chacun se pose la question, tout le monde connaît ce milieu. Est-ce qu'ils sont associés? Dieu merci. Comme ils ont pensé à nous, ensemble nous allons essayer de donner tout le poids pour pouvoir faire passer l'information. En plus des transporteurs, l'activisme d'Alliance Côte d'Ivoire, dans le cadre de son 10e anniversaire, va impliquer les communautés. En dehors du sida et de la tuberculose, il va s'agir d'accentuer la sensibilisation pour réduire également les inégalités basées sur le genre. Hors de chez nous, en image, la République démocratique du Congo a un nouveau Premier ministre. Il s'agit du député Sami Mbadi Bango. Il avait été élu en 2011 sous les couleurs de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, principale force de l'opposition congolaise, avant donc d'être radié. Cette nomination est le fruit de l'accord politique signé le mois dernier entre le pouvoir et une frange de l'opposition. Première sortie officielle de Hillary Clinton hier après donc la présidentielle aux États-Unis. L'ex-candidate démocrate s'est adressée à ses partisans après sa défaite face au républicain Donald Trump. Hillary Clinton se dit déçue. Ce résultat, selon elle, est le signe de profond clivage. Elle appelle toutefois ses partisans à croire en leur pays. Sylvie Touré. Première apparition publique pour Hillary Clinton après l'imprévisible revers subi à la présidentielle du 8 novembre dernier. Malgré le sourire et la bonne humeur qu'elle affiche, l'ex-candidate démocrate avoue avoir du mal à s'en remettre. Je dois admettre que venir ici ce soir n'était pas la chose la plus facile pour moi. Il y a eu plusieurs fois depuis la semaine passée où tout ce que je voulais faire était de rester au chaud avec un bon livre ou nos chiens et ne plus jamais quitter la maison. Pour Hillary Clinton, l'issue du scrutin présidentiel est évocatrice de profonds clivages. Elle appelait ses partisans à rester déterminés. Je sais qu'au cours de la dernière semaine, beaucoup de gens se sont demandé si l'Amérique était le pays que nous pensions être. Les divisions mises à nu par cette élection sont profondes. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi quand je dis ceci. L'Amérique en vaut la peine, nos enfants en valent la peine, croyez dans notre pays, luttez pour nos valeurs et n'abandonnez jamais. Lutter pour les valeurs des démocrates, un combat qui s'annonce âpre au vu des résultats des dernières élections présidentielles et sénatoriales qui ont consacré le recul du parti. Cette sortie d'Hillary Clinton vise surtout à maintenir la flamme allumée en vue des échéances futures, une question de survie. Le président américain Barack Obama, lui, s'apprête à céder le pouvoir à son successeur, Donald Trump, vainqueur de la présidentielle aux États-Unis. Le président sortant est en visite sur le continent européen, une tournée d'adieu pour rassurer les alliés de l'Amérique. Après la Grèce, donc cap sur l'Allemagne, après les avoir rencontrés pendant 1h30 à la Maison-Blanche jeudi dernier, son successeur, Barack Obama, se dit prêt à l'aider à réussir son mandat. Et on termine par cette très bonne nouvelle en provenance du Qatar. Le médaillé d'or de taekwondo des derniers Jeux de Rio au Brésil, l'Ivoirien Cheikh Salah Cissé Junior, a été élu meilleur athlète africain des Jeux olympiques de Rio 2016. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur nos antennes.